Alors, bonjour pour cette nouvelle émission de formation. Et comme le budget provincial a été présenté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, nous avons cru bon et nous sommes heureux de recevoir de nouveau Monsieur Pierre-Claude Poulin, qui est le président enfin le responsable du comité Revenu et Fiscalité et qui avait déjà eu la gentillesse de nous consacrer une entrevue il n'y a pas tellement longtemps. Alors bonjour Monsieur Poulin. Euh, J'espère que vous allez mieux que nos finances. Bon. Euh, euh, En fait, quand on regarde le budget de M. Legault, enfin, ou de son ministre, peu importe, euh, il n'y a pas grand-chose pour les aînés, à part évidemment ce qui roule déjà, comme les maisons des aînés, par exemple, où il y a, je pense, 1,5 milliard, quelque chose comme ça. Euh, mais il y a une augmentation quand même, j'ai vu, pour le maintien à domicile, pour les services à domicile. Euh, Il n'y a pas de politique d'ensemble, c'est ça le problème, parce qu'on a l'impression que il faut constamment qu'on fasse une pression, puis là, il lâche 100 millions, ou 150 millions, ou 200 millions. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un jeu entre le gouvernement et son opinion publique. Disons que ce que je réalise, c'est que le problème majeur que le ministre des Finances ou que le gouvernement Legault avait, c'est les résidences de personnes âgées qui ghettoisent les personnes âgées. Et c'est la même chose avec les CHSLD. Alors, une des premières mesures que j'ai constatées dans le budget qui améliorait le sort de ce monde-là, c'est tout de suite l'investissement majeur qu'il a fait au niveau de l'éducation pour maximiser le nombre d'infirmières qui vont donner des soins à domicile ou des soins dans les CHSLD. Alors ça, c'est un des premiers points. Ça a été assez pénible pour les personnes âgées qui étaient dans des résidences de personnes âgées avec la COVID et dans les CHSLD avec la COVID. Alors, d'investir dans la main-d'œuvre pour ces milieux-là, je considère que c'est déjà un bon point. Le deuxième point, c'est qu'il y a deux types de résidences de personnes âgées au Québec. Le réseau s'est développé avec des résidences de personnes âgées, quasiment de l'hôtellerie. Je les appelle dans mes propos, je les appelle des cages en or, de ces super de belles résidences luxueuses avec des beaux appartements et tout, et qui elles, ciblent surtout la clientèle de personnes âgées qui a de bons fonds de pension. Oui. Euh, Elle est sécurisée financièrement par cette clientèle-là. Et il y a un autre type de résidence de personnes âgées au Québec. C'est bien sûr qu'on ne peut pas construire une grosse résidence dans les banlieues éloignées, dans les régions éloignées, des résidences de 200, 300, 400 appartements comme on voit à Québec ou à Montréal. Alors, on se retrouve avec un autre type de résidence de personnes âgées qui est une petite résidence de personnes âgées. Je les appelle les résidences de personnes âgées aux entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont propriétaires, des entrepreneurs au grand cœur. Alors souvent, c'est ces petites résidences-là qui, en région, ont de la difficulté à arriver. Et que de bonifier le crédit d'impôt pour maintien à domicile va vraiment aider les résidences, les petites résidences de personnes âgées, tout comme les grosses. C'est sûr que lorsque vous avez à gérer une résidence de personnes âgées, vous avez les moyens et vous bonifiez chacun des services que vous êtes capable de ventiler dans un bail pour dire à quelqu'un qui va dans votre résidence de personnes âgées, vous aurez droit à un crédit d'impôt de maintien à domicile pour les services d'entretien de la résidence de personnes âgées. Alors pour ces résidences-là, il y a vraiment le fait de bonifier de 35 à 40 le crédit d'impôt pour le maintien à domicile va vraiment venir avantager les petites résidences de personnes âgées on perd à peu près 80 résidences de personnes âgées annuellement.
qui ferment ou qui changent de vocation, Oui, oui, oui. c'est parce que lorsque vous ouvrez une petite résidence de personnes âgées, au tout début, c'est les gens du village, les gens de la paroisse qui vont l'habiter et qui sont généralement en assez bonne forme. Mais 8 ou 10 ans après, cette clientèle-là s'est alourdie sur le plan de la santé. Vous devez changer les draps quasiment tous les jours pour certains bénéficiaires. Vous devez donner les bains tous les jours pour certains bénéficiaires. Mais le bénéficiaire ne vit généralement qu'avec le supplément de revenu garanti. La clientèle dans ces petites résidences-là, c'est ceux qui sont sur le supplément de revenu garanti. C'est 45 des retraités qui vivent en seul n'ont que 18 000 pour vivre. Ouais. Et fréquemment, ces petites résidences de personnes âgées-là, lorsqu'elles ouvrent, offrent un service à 1200, 1300, 1400 dollars et lorsqu'il atteint le 1500 dollars, les personnes âgées ne sont plus capables de payer. Alors, le crédit d'impôt bonifié viendra donner alléger un peu le bonheur des personnes âgées dans ces résidences-là et empêchera peut-être la fermeture de certaines résidences. Okay. Je profite de l'occasion pour dire qu'à Sainte-Foy, il y avait la résidence L'Audence. Ça, c'est une résidence de personnes âgées que j'appelle une cage en or. Une belle grosse résidence avec les stationnements, avec tout ce que vous pouvez, la salle à dîner, la piscine, le gymnase et tout. Et au mois de janvier cette année, ils ont avisé leur clientèle qu'ils changeaient de vocation, qu'ils revenaient à un bloc appartement, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées qui doivent délaisser, c'est une relocalisation et tout, parce que probablement, ils ont atteint le plafond, la capacité de payer de leur clientèle. Alors, quand tu ne peux plus augmenter les loyers, bien à ce moment-là, soit que tu changes de vocation ou soit que tu fasses comme les 80, 89 résidences qui font faillite annuellement dans tout le Québec. OK. Alors ça, le crédit d'impôt aurait été bénéfique. Oui, on se demande d'ailleurs si vraiment c'est du maintien à domicile, parce que je me suis laissé dire que les crédits d'impôt pour le maintien à domicile profitaient à 90% allaient aux résidences, en fait, au budget des résidences pour les aider un peu à attirer le client, surtout que le client avait été, disons, frustré dans l'accès aux services à cause de la COVID en particulier. Là, il y a un autre comité à la QDR qui s'occupe de ça. Est-ce que c'est du maintien à domicile que d'offrir à des gens une aide budgétaire dans les résidences? Ça fait un peu bizarre, d'autant qu'on sait que ces résidents-là, pour la plupart, ont vendu leur propriété ou l'ont cédé à leurs enfants. Alors, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal là-dedans. Est-ce que c'est pas... On a l'impression que c'est, sans vouloir critiquer vertement, mais on a l'impression que le gouvernement a choisi d'aider les résidences à ne pas faire faillite plutôt que d'aider les pensionnaires, les bénéficiaires à véritablement s'y maintenir. Quand on voit que les crédits à domicile, les crédits d'impôt profitent à 90% pour ces résidences, on est en droit de s'interroger sur la notion de maintien à domicile. Le but du comité revenu et fiscalité, d'avoir rédigé, d'avoir complémenté un document sur les vecteurs économiques appauvrissant les personnes âgées, c'est pour mettre en évidence de telles situations. C'est sûr qu'une personne qui habite chez elle, qui a sa résidence et qui veut le crédit d'impôt pour maintien à domicile, doit monter un dossier complet. Elle est rendue à 70 ans. C'est à partir de 70 ans qu'on a ce crédit d'impôt-là. Elle a donc 70 ans et plus et doit monter un dossier sur tous les services de déneigement,
services de pelouse, services de nourriture, services de ménage et tout. Et, et fréquemment, en région, beaucoup de personnes âgées ont de la difficulté à avoir des factures. C'est souvent ton voisin qui va te déneiger ton entrée. Est-ce que tu es en mesure de lui demander une facture à chaque fois et que lui soit obligé de mettre ça sur son impôt? C'est là qu'il y a un problème. Comparativement à des provinces comme en Colombie-Britannique qui donnent un montant automatique pour le déneigement, pour la pelouse, c'est un crédit applicable automatiquement. Nous autres, il faut qu'il soit démontré. Et lorsque je tombe avec un voisin qui est un retraité et qui bénéficie du supplément de revenu garanti et qui vient avec son tracteur de ferme, moi je demeure en campagne, et qui vient avec son tracteur de ferme, en lui demandant une facture, il vient de perdre son supplément de revenu garanti pour 50% de ce qu'il me facture. Alors, c'est toute cette économie-là qui fait en sorte que ce sont à la fois des vecteurs économiques qui appauvrissent les personnes âgées. On lance des crédits d'impôt comme ça, mais les personnes âgées à 70 ans et qui vivent chez eux ont de la difficulté à maximiser le crédit d'impôt. Je prends ma mère qui a 86 ans, elle va avoir bientôt 87 ans. Plus souvent qu'autrement, je lui achète des mets préparés, faits par de bonnes maisons, réputées et tout, mais elle n'a aucun crédit d'impôt applicable là-dessus. Sauf qu'une personne âgée qui demeure dans une résidence de personnes âgées, toute la préparation des aliments, c'est un service pour le maintien à domicile. Or, le coût de cuisine, les aides cuisiniers, le cuisinier, les aides cuisiniers, les préposés qui préparent ou qui servent les aliments, ça fait partie d'une masse monétaire qui est un service dont la résidence de personnes âgées peut mettre sur le crédit d'impôt pour maintien à domicile, ce que la personne âgée vivant chez elle ne peut pas bénéficier. Il y a des points qui sont très, très bénéfiques quand même pour ces gens-là. C'est des coops de soins qui, eux autres, par le fait même, peuvent délivrer des factures pour les crédits d'impôt. Mais à ce moment-là, vous bénéficiez de 35% de cette facture-là comme crédit d'impôt. Okay. Mais effectivement, un des points que je peux ajouter, derrière tout ça, il y a quand même une économie d'échelle pour l'État que d'accorder des crédits d'impôt qui sont facilement applicables dans les résidences de personnes âgées. En ce sens que ça fait une concentration. Dans les petites résidences de personnes âgées en région, on retrouve souvent 12, 22 bénéficiaires. Des fois, ça monte à 30 bénéficiaires. Et ça demande au niveau des soins à domicile d'avoir un endroit seulement pour les soins à domicile, pour l'infirmier qui devra donner des soins, pour le préposé qui devra donner des soins. Il se rend dans une résidence où il y a déjà 12 personnes qui sont là, où il y a déjà 8 personnes, où il y a déjà 30 personnes. Tandis que si elles sont dans leur propre résidence, c'est 30 déplacements. Alors, il y a une économie d'échelle à concentrer les personnes âgées dans des résidences de personnes âgées et dans ces lieux-là. Sauf qu'en même temps, on connaît les dommages que ça peut générer quand il y a l'influenza ou un coronavirus. Oui, puis en résumé, on peut dire que c'est un crédit d'impôt pour le maintien en résidence, ce qui n'est pas une mauvaise affaire, mais ça n'est pas un crédit d'impôt pour le réel maintien à domicile du vrai monde qui est resté chez eux et qui a, comme vous dites, qui doit faire la chasse aux factures. La suggestion sur les autres provinces qui donnent un montant forfaitaire me paraît très intéressante. J'aimerais qu'on termine sur un point qu'on a évoqué en préparant cette entrevue, qui est une petite revendication, mais qui serait très utile pour porter les revendications de la QDR. Vous m'avez dit que le ministère des Finances, qui établit le budget, a une espèce de table de concertation qui lui permet d'entendre la voix des aînés.
et la FADOC, par exemple, siège là et peut faire entendre ses points de vue, son opinion, bien entendu. La QDR, pas encore. Alors, je pense que vous avez un gros travail à faire pour convaincre la bureaucratie ministérielle. Hein? Bien, effectivement, c'est l'objectif du comité. Oui, OK. Oui, Bon. peut-être même celle de l'association. Normalement, on devrait avoir nos entrées directement à CETA. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà existé dans le passé aussi. Là. Ça fait quand même des années que la QDR existe. Oui, oui, Mais oui, oui. il faut réactiver et maintenir ce lien-là avec le ministère des Finances. Oui, parce que je me souviens, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais à l'origine de la QDR en 1977, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et il y avait à l'époque, dans le premier gouvernement péquiste, la QDR a été automatiquement invitée. C'était, je me rappelle, Camille Laurent qui avait à l'époque insisté pour que nous y participions. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup pour cette nouvelle entrevue. Nous aurons peut-être l'occasion de vous réentendre à propos du budget fédéral qui s'en vient dans les prochaines semaines et qui sera peut-être un budget préélectoral, évidemment. Et puis aussi à l'occasion du Congrès, puisque nous avons un atelier sur les vecteurs, comme vous dites, ceux qui portent et transportent la pauvreté et l'appauvrissement des aînés. Alors, merci, M. Poulin, et à très bientôt. À la prochaine. Merci. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.